Aujourd'hui, avec l'accord de Joël Dicker, je reviens pour te lire un nouveau chapitre de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Mais avant, je te présente l'objet sur lequel je fais du tapping. Et il s'agit d'un ancien pistolet, un faux d'ailleurs. Je crois que c'était des pistolets qu'on utilisait pour la piraterie. Et je compte bien m'en servir pour un roleplay. En fait, ce pistolet appartenait à mes parents parce que mon beau-père est collectionneur de faux pistolets. Et donc ils ont de fausses armes chez eux. Et vu que celui-ci est cassé, il me semble, parce que là ça bouge. Et bien du coup, j'ai décidé de le prendre. Puisque de toute façon, eux ils n'en ont plus l'utilité. Et moi ça m'intéressait pour faire un roleplay. Et j'adore faire du tapping dessus. Et sinon, pour en revenir sur la vérité sur l'affaire de Harry Kéber, donc la dernière fois je t'ai lu le chapitre 16 il me semble, et il s'est passé pas mal de choses dans ce chapitre, notamment pour Luther. Luther, c'est le chauffeur d'un personnage assez très bien réputé, là où Harry Kéber habite. Je ne sais plus son nom puisque ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas lu. Mais du coup c'est le chauffeur donc de ce personnage. Et en fait à un moment donné il est allé au restaurant où travaille Jenny Dawn pour lui demander si elle acceptait qu'il la peigne puisqu'il fait des peintures. Et c'est lui qui peint d'ailleurs Nola. Sauf que Jenny a refusé. Et il me semble que Luther a assez insisté et il lui a serré le poignet un peu trop fort. Puisque Jenny a une marque sur le poignet que Travis a remarqué. Et Travis, c'est un agent de police. Et c'est un agent de police qui est amoureux de Jenny. Et quand il a vu la marque sur son poignet, il s'est tout de suite inquiété. Et du coup, Jenny lui a dit que c'était Luther qui lui avait fait ça, mais pas violemment, enfin, pas volontairement quoi. Sauf que lui ne l'a pas cru. Et entre-temps, Luther a surpris Nola et Harry ensemble. Et quand il a voulu en informer Jenny, eh bien Travis a débarqué. Enfin en fait, Jenny a vu Travis devant le restaurant et du coup elle a demandé à Luther de partir en vitesse, ce que Luther a fait. Et du coup, vu que Travis a vu Luther dans le restaurant, il a décidé de le poursuivre. Et à la fin, il s'est mis à tabasser violemment et sauvagement Luther. Alors que le pauvre, il avait rien fait quoi. Et donc on s'en était arrêté là. Donc maintenant je vais te lire le chapitre 17, qui est la fin de la première partie, et après on entame la deuxième partie.
Ils penseront à votre livre et à toute votre œuvre. Ils ne percevront plus ces oiseaux de la même façon. C'est à ce moment-là seulement que vous savez que vous êtes en train d'écrire quelque chose. Les mots sont à tout le monde, jusqu'à ce que vous prouviez que vous êtes capable de vous les approprier. Voilà ce qui définit un écrivain. Et vous verrez, Marcus, certains voudront vous faire croire que le livre est un rapport aux mots, mais c'est faux. Il s'agit en fait d'un rapport aux gens. Lundi 7 juillet 2008, Boston, Massachusetts. 4 jours après l'arrestation du chef Pratt, je retrouvais Roy Barnaski dans un salon privé de l'hôtel Park Plaza de Boston pour signer un contrat d'édition à hauteur d'1 million de dollars pour mon livre sur l'affaire Harry Kéber. Douglas était également présent. Il était visiblement très soulagé par l'épilogue heureux de ma situation. Retournement de situation, me dit Barnaski. Le grand Goldman s'est enfin remis au travail, que tout le monde applaudisse. Je ne répondis rien, me contentant de sortir un paquet de feuilles de mon cartable et de les lui tendre. Il eut un large sourire. Alors voici vos fameuses 50 premières pages. Oui. Vous permettez que je prenne le temps d'y jeter un œil? Je vous en prie. Douglas et moi quittâmes la pièce pour le laisser lire tranquillement, et nous descendîmes au bar de l'hôtel où nous nous fîmes servir des bières brunes à la pression. Ça va, Marc? Me demanda Douglas. Ça va, ces 4 derniers jours ont été fous. Il hocha la tête et renchérit. C'est toute cette histoire qui est complètement folle. Ton bouquin va avoir un succès dont tu n'as pas idée. Barnaski le sait, c'est pour ça qu'il te propose autant de pognon. 1 million de dollars, c'est rien par rapport à ce que lui pourra en tirer. Tu devrais voir, à New York, tout le monde ne parle que de l'affaire. Les studios de cinéma parlent déjà d'un film. Les maisons d'édition veulent toutes sortir des bouquins sur Kéber. Mais on sait que le seul qui puisse vraiment faire un livre, c'est toi. Tu es le seul qui connaisse Harry. Tu es le seul à connaître Aurora de l'intérieur. Barnaski veut s'approprier cette histoire avant tout le monde. Il dit que si on est les premiers à sortir un livre, Nola Gilligan pourrait devenir la marque déposée de Schmidt & Son. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Lui demandai-je. Que c'est une belle aventure d'écrivain, et une belle façon de contrer un peu toutes les ignominies qu'on a pu dire sur Kéber. Le défendre, c'était ton souhait initial, non? J'acquiesçai, puis je jetai un regard au-dessus de nous, en direction des étages, où Barnaski était en train de découvrir une partie de mon récit que les événements des derniers jours avaient permis de considérablement étoffer. 3 juillet 2008, 4 jours avant la signature du contrat. C'était quelques heures après l'arrestation du chef Pratt. Je rentrais à Gouskov depuis la prison d'État, où Harry venait de perdre les pédales et avait manqué de m'envoyer une chaise en pleine figure après que je lui eus appris l'existence d'un tableau représentant Nola chez Elisha Stern. Je me garai devant la maison et en descendant de voiture, je remarquai immédiatement le morceau de papier coincé dans la porte d'entrée. Encore une lettre. Et cette fois-ci, le ton changeait. Dernier avertissement, Goldman. Je n'y prêtais pas attention. Premier ou dernier avertissement, qu'est-ce que
je serai honorée de poursuivre notre collaboration. Évidemment, je n'ai qu'une condition, que tu continues à venir suivre le championnat de baseball chez moi. Il rit. Ça marche, tu t'occuperas des bières et moi des nachos au fromage. Barnaski m'a proposé un bon contrat, dis-je. Je sais, il m'en a parlé. Tu vas accepter? Je crois, oui. Barnaski est très excité. Il veut te voir au plus vite. Me voir, pourquoi? Pour signer le contrat. Déjà? Oui, je pense qu'il veut s'assurer que ton travail est bien entamé. Les délais vont être courts. Il va falloir écrire vite. Il est complètement obsédé par la campagne présidentielle. Tu te sens prêt? Ça ira. Je me suis remis à écrire. Mais j'ignore ce que je dois faire. Raconter tout ce que je sais. Raconter que Harry avait prévu de s'enfuir avec la gamine. Cette histoire, Doug, c'est du délire total. Je crois que tu ne te rends même pas compte. La vérité, Marc. Raconte simplement la vérité à propos de Nola Gillargan. Et si la vérité nuit à Harry? Dire la vérité, c'est ta responsabilité d'écrivain. Même si la vérité est difficile. Ça, c'est mon conseil en tant qu'ami. Et ton conseil en tant qu'agent? Surtout protège ton cul. Évite de finir avec autant de procès qu'il y a d'habitants de le New Hampshire. Par exemple, tu me disais que la petite était battue par ses parents. Oui, par sa mère. Alors contente-toi d'écrire que Nola était une fillette malheureuse et maltraitée. Tout le monde comprendra que ce sont ses parents qui sont responsables des mauvais traitements, mais ce ne sera pas explicitement précisé. Personne ne pourra te poursuivre, mais la mère joue un rôle important dans cette histoire. Conseil d'agent, Marc, il te faut des preuves en béton pour accuser les gens. Sinon tu vas crouler sous les procès. Et je crois que tu as eu déjà assez d'emmerdes sur le dos ces derniers mois. Trouve un témoin fiable qui t'affirme que la mère était la dernière des salopes et qu'elle voulait te racler à la gamine. Sinon, limite-toi à fillette malheureuse et maltraitée. On veut éviter aussi qu'un juge accepte de suspendre la vente du livre pour des problèmes de diffamation. Par contre, pour Pratt, maintenant que tout le monde sait ce qu'il a fait, tu peux y aller dans le détail sordide. Ça fait vendre. Barnaski proposait de nous retrouver le lundi 7 juillet à Boston, ville qui présentait l'avantage de se situer à 1 heure d'avion de New York et à 1 heure de route d'Aurora, ce que j'acceptais. Cela me laissait 4 jours pour écrire d'arrache-pied et avoir quelques chapitres à lui présenter. Appelle-moi si t'as besoin de quoi que ce soit, me dit encore Douglas avant de raccrocher. Je le ferai, merci. Doug, attends. Oui. Tu faisais les mojitos, tu te rappelles? Je l'entendis sourire. Je me rappelle bien. C'était une belle période, non? C'est toujours une belle période, Marc. On a des vies formidables, même si parfois, il y a des moments plus difficiles. 1er décembre 2006, New York City. Doug, tu peux faire plus de mojitos? Derrière le comptoir de ma cuisine, Douglas, ceint d'un tablier représentant un corps de femme nue, poussa un hurlement de loup, attrapa une bouteille de rhum et la vida dans une carafe remplie de glace pilée. C'était 3 mois après la sortie de mon premier livre. Ma carrière était à son sommet. Pour la 5e fois en 3 semaines, depuis que j'avais emménagé dans mon appartement du village, j'organisais une fête chez moi. Des dizaines de personnes s'entassaient dans mon salon. Je n'en connaissais pas le quart, mais j'adorais ça. Douglas s'occupait d'arroser les invités en mojito, et je me chargeais des White Russian, le seul cocktail que j'avais jamais considéré comme décemment buvable. Quelle soirée, me dit Douglas. Est-ce que c'est le portier de l'immeuble qui danse dans ton salon? Oui, je l'ai invité. Et il y a Lydia Glour, nom d'un chien. Tu te rends compte? Lydia Glour est dans ton appartement. Qui est Lydia Glour? Bon Dieu, Marc, tu dois savoir ça. C'est l'actrice du moment. Elle joue dans cette série que tout le monde regarde. Enfin, sauf toi, visiblement. Comment as-tu fait pour l'inviter ici? Je n'en sais rien. Les gens sonnent et je leur ouvre la porte. Mikasa et Stukas
l'immensité de New York devant moi, et ces millions de points de lumière à perte de vue, et je hurlai de toutes mes forces. « Je suis Marcus Goldman !» À cet instant, j'entendis une voix derrière moi. C'était une jolie blonde de mon âge, que je n'avais jamais vue de ma vie. « Marcus Goldman, ton copain Douglas devait dire que ton téléphone portable sonne, » me dit-elle. Son visage ne m'était pas inconnu. « Je t'ai déjà vu quelque part, non ?» lui demandai-je. « À la télévision, sans doute. »« Tu es Lydia Gloor ?»« Oui. Mince alors !» Je la priai de m'attendre sagement sur le balcon, et je m'empressai d'aller à la cuisine répondre. « Allô ? Marcus, c'est Harry qui vous téléphone. Harry, quel plaisir de vous entendre. Comment allez-vous ? Pas mal. J'avais juste envie de vous dire bonsoir. J'entends énormément de bruit derrière vous. Vous recevez du monde. Peut-être que je tombe mal. Je fais une petite fête dans mon nouvel appartement. Vous avez quitté Montclair ? Oui, j'ai acheté un appartement dans le village. Je vis à New York désormais. Il faut absolument que vous veniez voir ça. La vue est à couper le souffle. J'en suis sûre. En tout cas, vous avez l'air de bien vous amuser. Je suis content pour vous. Vous devez avoir beaucoup d'amis. Des tonnes. Et ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'il y a une actrice incroyablement belle qui m'attend sur mon balcon. Ah, je ne peux pas y croire. La vie est beaucoup trop belle, Harry. Beaucoup trop belle. Et vous, que faites-vous ce soir ? Je fais une petite soirée chez moi. Des amis, des steaks et de la bière. Que demander de plus ? On s'amuse bien. Il ne manque plus que vous. Mais j'entends qu'on sonne à ma porte, Marcus. D'autres invités qui arrivent. Il faut que je vous laisse pour aller ouvrir. Je ne sais pas si nous tiendrons tous dans la maison. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est grande. Passez une bonne soirée, Harry. Amusez-vous bien, je vous rappelle sans faute. Je retournai sur mon balcon. C'est ce soir-là que je commençais à fréquenter Lydia Gloor, celle que ma mère allait appeler l'actrice télévisuelle. À Gouskov, Harry alla ouvrir la porte. C'était le livreur de pizza. Il prit sa commande et s'installa devant la télévision pour dîner. Comme promis, je rappelai Harry après cette soirée, mais plus d'un an s'écoula entre ces deux coups de téléphone. C'était février 2008. Allô ? Harry, c'est Marcus. Oh, Marcus, c'est bien vous qui me téléphonez. Incroyable. Depuis que vous êtes une vedette, vous ne donnez plus de nouvelles. J'ai essayé de vous appeler il y a un mois. Je suis tombée sur votre secrétaire qui m'a dit que vous n'étiez là pour personne. Je répondis de but en blanc. Ça va mal, Harry. Je crois que je ne suis plus écrivain. Il redevint aussitôt sérieux. Qu'est-ce que vous me chantez là ? Je ne sais plus quoi écrire. Je suis fini. Page blanche. Ça fait des mois, peut-être une année. Il éclata d'un rire rassurant et chaleureux. Blocage mental, Marcus. Voilà ce que c'est. Les pages blanches sont aussi stupides que les pannes sexuelles liées à la performance. C'est la panique du génie. Celle-là même qui rend votre petite queue toute molle lorsque vous vous apprêtez à jouer à la brouette avec une de vos admiratrices et que vous ne pensez qu'à lui procurer un orgasme tel qu'il sera mesurable sur l'échelle de Richter. Ne vous souciez pas du génie. Contentez-vous d'aligner les mots ensemble. Le génie vient naturellement. Vous pensez, j'en suis sûre, mais vous devriez laisser un peu de côté vos soirées mondaines et vos petits fours. Écrire, c'est sérieux. Je pensais vous l'avoir inculqué. Mais je travaille dur, je ne fais que ça, et malgré tout, je n'arrive à rien. Alors c'est qu'il vous manque un cadre propice. New York, c'est très joli, mais c'est surtout beaucoup trop bruyant.
tableau, j'imagine. Cessez de jouer à l'imbécile, je vous prie. D'où connaissait-il Nola? Tout le monde connaissait Nola à Aurora. Il s'est inspiré d'elle pour ce tableau. Et ça ne vous a pas gêné d'avoir chez vous le tableau d'une gamine disparue? Non, c'est un beau tableau. On appelle ça l'art. Et le véritable art dérange. L'art consensuel n'est que le résultat de la dégénérance du monde pourri par le politiquement correct. Vous êtes conscient que la possession d'une œuvre représentant une jeune fille de 15 ans, nue, pourrait vous causer des ennuis, monsieur Stern? Nue, on ne voit ni ses seins ni ses parties génitales. Mais il est évident qu'elle est nue. Êtes-vous prêt à défendre votre point de vue devant une cour sergent? Parce que vous perdriez, et vous le savez aussi bien que moi. J'aimerais seulement savoir pourquoi Luther Caleb a peint Nola Gillergan. Je vous l'ai dit, il aimait peindre. Connaissiez-vous Nola Gillergan? Un peu, comme tout le monde à Aurora. Seulement un peu. Seulement un peu. Vous mentez, monsieur Stern. J'ai des témoins qui affirment que vous avez eu une relation avec elle, que vous la faisiez venir chez vous. Stern avait éclaté de rire. Vous avez des preuves de ce que vous avancez, j'en doute, parce que c'est faux. Je n'ai jamais touché cette petite. Écoutez, sergent, vous me faites de la peine. Votre enquête piétine visiblement, et vous avez grand mal à formuler vos questions. Je vais donc vous aider. C'est Nola Gillergan qui est venue me trouver. Elle est venue un jour chez moi. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent. Elle a accepté de poser pour un tableau. Vous l'avez payée pour qu'elle pose? Oui, Luther avait un grand don pour la peinture, un talent fou. Il m'avait peint déjà des tableaux magnifiques, des vues du New Hampshire, des scènes de vie quotidienne de notre belle Amérique. Et j'étais très emballée. Pour moi, Luther pouvait devenir l'un des grands peintres de ce siècle. Et je me suis dit qu'il pourrait faire quelque chose de grandiose en peignant cette jeune fille magnifique. La preuve, si je vends ce tableau maintenant, avec tout le foin qui entoure cette affaire, j'en tirerai sans aucun doute 1 ou 2 millions de dollars. Vous connaissez beaucoup de peintres contemporains qui vendent à 2 millions de dollars. Son explication faite, Stern avait décrété qu'il avait perdu assez de temps et que l'audition était terminée. Et il était parti, suivi par son troupeau d'avocats, laissant Gaal au bout de muet et ajoutant un mystère de plus à l'enquête. Vous y comprenez quelque chose, l'écrivain? Me demanda Gaal Wood, après avoir terminé de me rapporter l'audition de Stern. Un jour, la gamine débarque chez Stern et propose de se faire peindre contre du pognon. Vous pouvez y croire? C'est insensé. Pourquoi aurait-elle eu besoin d'argent? Pour la fuite? Peut-être. Pourtant, elle n'a même pas emporté ses économies. Il y a, dans sa chambre, un pot à biscuits avec 120 dollars à l'intérieur. Et qu'avez-vous fait du tableau? Demandai-je. On le conserve pour le moment, pièce à conviction. Conviction de quoi si Stern n'est pas inculpé? Contre Caleb. Alors vous le suspectez vraiment? J'en sais rien, l'écrivain. Stern faisait de la peinture. Pratt se faisait faire des fellations. Mais quel mobile aurait-il su pour tuer Nola? La peur qu'elle parle, suggérai-je. Elle aurait menacé de tout raconter, et dans un moment de panique, l'un d'eux la frappe jusqu'à la tuer avant de l'enterrer dans les bois. Mais pourquoi laisser ce mot sur le manuscrit? Adieu, Nola chérie. C'est quelqu'un qui aimait cette petite. Et le seul qui l'aimait, c'était Kébert. Tout nous relie à Kébert. Et si Kébert, ayant appris pour Pratt et Stern, avait pété un plomb et tué Nola? Cette histoire pourrait très bien être un crime passionnel. C'était votre hypothèse d'ailleurs. Harry commettre un crime passionnel? Non, ça n'a aucun sens. Quand arriveront les résultats de cette foutue analyse graphologique? Rapidement. Plus qu'une question de jour, j'imagine. Marcus, il faut que je vous dise. Le bureau du procureur va proposer un accord à Kébert. On renonce à l'enlèvement et lui plaide coupable de crime passionnel. 20 ans de prison. Il en fera 15 s'il se tient bien. Pas de peine de mort. Un accord? Pourquoi un accord? Harry n'est coupable de rien. Je sentais que nous passions à côté de quelque chose. Un détail qui pouvait tout expliquer. Je remontais le fil des derniers jours de Nola. Mais aucun événement majeur n'avait été à signaler durant tout le mois d'août 1975 à Aurora.
Harry m'avait dépeint les scènes de noyade. Pratt avait raconté comment il l'avait forcé à des fellations. Nancy m'avait parlé des rendez-vous sordides avec Luther Caleb. Mais les déclarations de Ginny et Tamara furent tout autres. D'après leur récit, rien ne laissait présager que Nola était battue ou malheureuse. Tamara Quinn m'indiqua même qu'elle lui avait demandé de reprendre son service au Clarks à partir de la rentrée scolaire, ce qu'elle avait accepté. Je fus tellement étonnée de l'apprendre que je lui en demandai 2 fois confirmation. Pourquoi donc Nola aurait-elle entrepris les démarches pour reprendre son emploi de serveuse si elle avait prévu de s'enfuir? Robert Quinn, lui, me raconta qu'il la croisait parfois transportant une machine à écrire, mais qu'elle transpahutait avec légèreté en chantonnant gaiement. On aurait dit qu'Aurora, en août 1975, était le paradis sur Terre. J'en vins à me demander si Nola avait réellement l'intention de quitter la ville. Puis un horrible doute m'envahit. Quelle garantie avais-je que Harry me racontait la vérité? Comment savoir si Nola lui avait vraiment demandé de partir avec lui? Et si c'était un stratagème pour se disculper de son meurtre? Et si Gallowwood avait raison depuis le début? Je revis Harry l'après-midi du 5 juillet, à la prison. Il avait une mine affreuse et le teint gris. Des lignes que je ne lui avais jamais connues étaient apparues sur son front. « Le procureur veut vous proposer un marché, dis-je. »« Je sais. Rose m'en a déjà parlé. Crime passionnel. Je pourrais sortir au bout de 15 ans. » Au ton de sa voix, je compris qu'il était prêt à envisager cette option. « Ne me dites pas que vous allez accepter cette offre, m'emportai-je. »« Je n'en sais rien, Marcus, mais c'est un moyen d'éviter la peine de mort. » »« Éviter la peine de mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes coupable? » ?»« Non, mais tout m'accable, et je n'ai aucune envie de me lancer dans une partie de poker avec des jurés qui m'ont déjà condamné. 15 ans de prison, c'est toujours mieux que la perpétuité ou le couloir de la mort. Harry, je vais vous poser cette question une dernière fois. Avez-vous tué Nola? Mais bien sûr que non, nom de Dieu. Combien de fois devrais-je vous le dire? Alors nous le prouverons. Je ressortis mon enregistreur et le posai sur la table. Pitié, Marcus, pas encore cette machine. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Je ne veux plus que vous m'enregistriez, s'il vous plaît. Très bien, je vais prendre des notes. Je sortis un carnet et un stylo. J'aimerais que nous reprenions notre discussion sur votre fuite du 30 août 1975. Si je comprends bien, au moment où vous avez décidé de partir, Nola et vous, votre livre était quasiment terminé. J'ai terminé quelques jours avant le départ. J'ai écrit vite, très vite. J'étais comme dans un état second. Tout était tellement spécial. Nola qui était là tout le temps, qui relisait, qui corrigeait, qui retapait. Je vais peut-être vous paraître mièvre, mais c'était magique. Le livre a été terminé dans la journée du 27 août. Je m'en souviens, parce que ce jour est le dernier jour où j'ai vu Nola. Nous étions convenus qu'il faudrait que je quitte la ville 2 ou 3 jours avant elle, pour ne pas éveiller les soupçons. Le 27 août fut donc notre dernier jour ensemble. J'avais terminé le roman en 1 mois. C'était fou. J'étais tellement fière de moi. Je me souviens de ces 2 manuscrits qui trônaient sur la table de la terrasse. L'un écrit à la main et qui correspondait à tous les originaux, et l'autre qui correspondait au travail de titan qu'avait abattu Nola, à savoir leur retranscription à la machine. Nous avons passé un moment sur la plage, là où nous nous étions rencontrés 3 mois plus tôt. Nous avons marché longtemps. Nola m'a pris la main et elle m'a dit « Vous avoir rencontré a changé ma vie, Harry. Vous verrez, nous serons tellement heureux ensemble. » Nous avons marché encore. Notre plan était établi. Je devais partir d'Aurora le lendemain matin, en passant par le Clarks pour me faire voir et faire savoir que je serais absent 1 semaine ou 2 sous le prétexte d'affaires urgentes à Boston. Je devais ensuite séjourner 2 jours à Boston, garder les factures d'hôtel pour que tout concorde si la police m'interrogeait. Puis, le 30 août, je devais aller prendre une chambre au Seaside Motel, sur la route 1, chambre 8, m'avait dit Nola, parce qu'elle aimait le chiffre 8. Je lui ai demandé comment elle ferait pour rejoindre ce motel, qui était tout
et elle m'a dit de ne pas m'en faire, qu'elle marchait vite et qu'elle connaissait un raccourci par la plage. Elle me retrouverait dans la chambre en début de soirée, à 19h. Il nous faudrait partir aussitôt, rejoindre le Canada, nous trouver un endroit à l'abri, un petit appartement à louer. Je devais rentrer à Aurora quelques jours plus tard, comme si de rien n'était. La police chercherait sûrement Nola et je devais garder mon calme. Si on m'interrogeait, répondre que j'étais à Boston et montrer les factures d'hôtel. Je devais ensuite rester une semaine à Aurora pour ne pas éveiller les soupçons. Elle serait restée dans notre appartement à m'attendre tranquillement. Après quoi, je devais rendre la maison de Kuskov et quitter Aurora pour de bon, expliquant que mon roman était fini et que je devais désormais m'occuper de le faire publier. Je serais alors retournée auprès de Nola. J'aurais envoyé le manuscrit par la poste à des éditeurs new-yorkais, puis j'aurais fait la navette entre notre cachette du Canada et New York pour assurer la sortie du livre. Mais Nola, qu'aurait-elle fait? Nous lui aurions trouvé des faux papiers. Elle aurait repris le lycée, puis l'université. Et nous aurions attendu ses 18 ans et elle serait devenue Madame Harry Kéber. Des faux papiers? Mais c'est complètement fou. Je sais, c'était complètement fou. Complètement fou. Et ensuite, que s'est-il passé? Ce 27 août, sur la plage, nous avons répété le plan plusieurs fois. Puis nous sommes rentrés à la maison. Nous nous sommes assis sur le vieux canapé du salon, qui n'était pas vieux, mais qui l'est devenu parce que je n'ai jamais pu m'en séparer. Et nous avons eu notre dernière conversation. Voilà Marcus, voilà ces derniers mots, je ne les oublierai jamais. Elle m'a dit, nous serons tellement heureux, Harry, je deviendrai votre femme, vous serez un très grand écrivain et un professeur d'université. J'ai toujours rêvé d'épouser un professeur d'université. À vos côtés, je serai la plus heureuse des femmes. Et nous aurons un grand chien couleur du soleil, un labrador que nous appellerons Storm. Attendez-moi, je vous en prie, attendez-moi. Et je lui ai répondu, je t'attendrai toute ma vie s'il le faut, Nola. Ce sont ces derniers mots, Marcus. Après ça, je me suis assoupie. Et lorsque je me suis réveillée, le soleil se couchait et Nola était partie. Il y avait cette lumière rose qui irradiait l'océan. Et ces nuées de mouettes criardes, ces saletés de mouettes qu'elle aimait tant. Sur la table de la terrasse, il ne restait plus qu'un manuscrit. Celui qui m'est resté, l'original. Et à côté, ce mot, celui que vous avez trouvé dans la boîte et qui disait « Je me souviens de ces phrases par cœur ». Ne vous en faites pas, Harry, ne vous en faites pas pour moi, je me débrouillerai pour vous retrouver là-bas. Attendez-moi dans la chambre 8. J'aime ce chiffre, c'est mon chiffre préféré. Attendez-moi dans cette chambre à 19h. Ensuite, nous partirons pour toujours. Je n'ai pas cherché le manuscrit. J'ai compris qu'elle l'avait pris, pour le relire encore une fois. Ou peut-être pour être certaine que je serai au rendez-vous au motel, le 30. Elle a emporté ce foutu manuscrit, Marcus, comme elle faisait parfois. Et moi, le lendemain, j'ai quitté la ville, comme nous l'avions prévu. Je suis passée au Clarks boire un café, tout exprès pour me montrer et dire que je m'absentais. Il y avait Jenny, comme tous les matins. Je lui ai dit que j'avais affaire à Boston, que mon livre était presque fini et que j'avais des rendez-vous importants. Et je suis partie. Je suis partie sans me douter une seconde que je ne reverrai plus jamais Nola. Je posais mon stylo. Harry pleurait. 7 juillet 2008. À Boston, dans le salon du Park Plaza, Parnasse qui s'accorda une demi-heure pour parcourir la 50aine de pages que je lui avais apportées avant de nous faire appeler. Alors, lui demandai-je en pénétrant dans la pièce. Il eut un regard lumineux. C'est tout simplement génial, Goldman, génial. Je savais que vous étiez l'homme de la situation. Attention, ces pages, ce sont surtout mes notes. Il y a des faits dedans qui ne devront pas être publiés. Bien sûr, Goldman, bien sûr. De toute façon, vous approuverez les épreuves finales. Il commanda du champagne, étala les contrats sur la table et en récapitula le contenu. Livraison du manuscrit pour fin août. Les jaquettes publicitaires seront déjà prêtes. Relecture et mise en forme en 2 semaines. Impression dans le courant du mois de septembre. Sortie
coussin. Je n'aime pas ça. Le champagne, c'est juste pour le show. Le show, Goldman, c'est 90% de l'intérêt que les gens portent au produit final. Et il sortit téléphoner à la Warner Bros. Pour parler des droits cinématographiques. Dans le courant de ce même après-midi, sur la route du retour, à Aurora, je reçus un appel de Ross. Il était dans tous ses états. On a les résultats, Goldman. Quels résultats? L'écriture, ce n'est pas celle de Harry. Ce n'est pas lui qui a écrit ce mot sur le manuscrit. Je poussai un cri de joie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Demandai-je. Je n'en sais rien encore, mais si ce n'est pas son écriture, cela confirme qu'il n'avait pas le manuscrit au moment où Nola a été tuée. Or, le manuscrit est l'une des principales preuves à charge de l'accusation. Le juge vient de fixer une nouvelle audience de comparution, ce jeudi 10 juillet à 14 heures. Une convocation si rapide, c'est sûrement une bonne nouvelle pour Harry. J'étais très excitée. Harry serait bientôt libre. Il avait donc toujours dit la vérité. Il était innocent. J'attendis avec impatience que jeudi arrive. Mais à la veille de cette nouvelle audience, le mercredi 9 juillet, une catastrophe se produisit. Ce jour-là, vers 17 heures, j'étais à Kuskov dans le bureau de Harry, en train de relire mes notes sur Nola. C'est alors que je reçus un appel de Barnaski sur mon téléphone portable. Sa voix tremblait. « Marcus, j'ai une terrible nouvelle, me dit-il d'emblée. »« Que se passe-t-il ?»« Il y a eu un vol. »« Comment ça, un vol ?»« Vos feuillets, ceux que vous m'avez apportés à Boston. »« Quoi? Comment est-ce possible ?» ?»« Ils étaient dans un tiroir de mon bureau. Hier matin, je ne les ai pas retrouvés. J'ai d'abord pensé que Maris avait fait de l'ordre et les avait mis au coffre. Elle fait ça parfois. Mais lorsque je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'elle ne les avait pas touchés. Je les ai cherchés toute la journée d'hier, mais en vain. Mon cœur battait fort. Je pressentais une tempête. « Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils ont été dévolés ?» demandai-je. Il y eut un long silence, puis il répondit. « J'ai reçu des coups de fil toute l'après-midi. Le Globe, USA Today, le New York Times. Quelqu'un a transmis des copies de vos feuillets à toute la presse nationale qui s'apprête à les diffuser. Marcus, il est probable que demain, tout le pays prendra connaissance du contenu de votre bouquin. » Et c'est là